Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soutenance de mémoire de licence. On est l'après-midi du 9 juillet 2026. Nous aurons 6 soutenances pour cet après-midi. On commence avec monsieur, je vais vous dire, alors, monsieur James François, qui a travaillé sur ce sujet, migration et rupture institutionnelle, une analyse d'économie politique des flux migratoires haïtiens vers les États-Unis entre 2023 et 2025. Ce travail est, en tout cas, a été suivi, encadré par notre collègue Madame Marie-Mé Duverger, pardon, Dr. Fred Célimène dans le rôle de rapporteur et votre serviteur joue le rôle de président du jury. Donc, tout le monde, je pense que le décor est bien planté. On va accorder 10 minutes chrono à James pour qu'il puisse nous présenter son travail. Tu as la parole, il est 15h10. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, bonsoir. J'ai l'honneur de vous présenter mes mémoires de licence en sciences économiques intitulées Migration et rupture institutionnelle, une analyse d'économie politique des flux haïtiens vers les États-Unis sur la période 2023-2025, réalisée sous la direction bienveillante du professeur Marie-Mine Duverger. Haïti traverse depuis juillet 2021 une crise d'une ampleur sans précédent. La vacance de l'exécutif a produit un choc systémique qui s'est propagé à l'ensemble des leviers de gouvernance nationale. Ce vide institutionnel a ouvert la voie à une dérive sécuritaire majeure. La territorialisation agressive des groupes armés qui a brisé les équilibres de l'ordre régalien. La période 2023-2025 constitue le pivot central de notre analyse. C'est précisément durant ces 3 années que l'on observe une intensification sans précédent des flux migratoires vers les États-Unis. La migration cesse d'être une choix optionnel pour devenir une stratégie collective de survie. Face à l'effondrement du pouvoir d'achat et l'asphyxie des circuits productifs ruraux, les ménages haïtiens n'entrevoient plus qu'une seule horizon de solvabilité qui est l'exil. Cette réalité nous amène à la question centrale qui structure l'ensemble de ce travail. Dans quelle mesure l'interaction entre l'effondrement de l'architecture institutionnelle haïtienne et la mutation des cadres légaux migratoires américains détermine-t-elle la configuration et l'intensification des flux transfrontaliers sur la période 2023-2025? Pour répondre à cette interrogation, nous avons formulé une hypothèse de synergie structurelle. L'accélération de ces flux résulte d'une interaction entre deux variables. D'un côté, facteur endogène, la crise institutionnelle en Haïti. De l'autre côté, facteur exogène, l'évolution des politiques migratoires américaines. C'est la combinaison de ces deux facteurs et non l'une ou l'autre isolément qui explique l'intensité et la configuration des déplacements observés. 3 approches théoriques ont guidé cette recherche. Premièrement, la nouvelle économie de la migration du travail développée par Stack et Bloom en 1985, qui considère la migration comme une stratégie familiale visant à réduire les risques économiques en absence de marché d'assurance viable. Deuxièmement, le modèle push-pull des vrais clés qui explique la migration par l'interaction entre les facteurs de départ et les facteurs d'attraction. Troisièmement, l'économie institutionnelle de Douglas North montre que lorsque les institutions deviennent défaillantes, les individus adaptent leur comportement, notamment par la migration. Sur le plan méthodologique, cette recherche adopte une design mix articulant 2 approches complémentaires. L'analyse quantitative repose sur les données du CBP-1, de l'OMI, de l'IHSI et de la Banque mondiale. L'analyse quantitative s'appuie sur les rapports des Nations Unies, du DHS américain et de la CARICOM. Les informations ont été systématiquement croisées afin de garantir leur fiabilité.
Ces deux approches sont reliées par un protocole de triangulation rigoureux. Chaque donneur est croisé avec au minimum deux sources indépendantes pour corriger les biais structurels inhérents à toute collecte de données en contexte de crise. Les résultats montrent une forte détérioration de la situation économique. En 2023, l'inflation dépasse 36%, tandis que le PIB continue de se contracter. La dépréciation de la gourde réduit fortement le pouvoir d'achat des ménages. Sur le plan institutionnel, la faiblesse de l'État et l'expansion des groupes armés perturbent les activités économiques et aggravent la condition de vie. Ces éléments renforcent la décision de migrer. Sur le plan institutionnel, trois mécanismes de désintégration ont été identifiés. D'abord, l'atropie décisionnelle, la vacance prolongée de l'exécutif depuis juillet 2021 a privé l'État de toute légitimité démocratique et de tout contrôle territorial effectif. Ensuite, la territorialisation des groupes armés. En 2023, les gangs contrôlent environ 80% du Port-au-Prince, fragmentant l'espace économique par l'asphyxie logistique des axes routiers. Cette rupture des circuits de distribution a provoqué des pénuries artificielles et un renchérissement massif des biens essentiels. Enfin, l'économie de violence. Les groupes armés ont développé une fiscalité parallèle criminelle, extorquant commerçants et transporteurs. Ce processus soustrait les ressources à l'économie productive et alimente une spirale régressive dont la migration constitue le principal soupape de décompression. Un autre résultat important concerne le rôle de la diaspora en 2023. Les transferts de fonds représentent environ 37% du PIB haïtien, ce qui montre leur importance pour l'économie nationale. Par ailleurs, le programme CHLV a facilité l'accès à une migration légale pour de nombreux Haïtiens. Lorsque ce programme a été suspendu en 2025, les flux migratoires ne se sont pas arrêtés. Ils se sont simplement réorientés vers des routes plus dangereuses. Cela confirme que les causes profondes de la migration demeurent présentes. Cette inégalité d'accès aux voies légales influence directement les routes migratoires des Haïtiens. Deux itinéraires dominent la route terrestre passe par le Brésil, le Chili et la Colombie, puis par le bouchon du Darien, un passage dangereux contrôlé par des régions de passeurs. Le route maritime est plus courte, mais elle est davantage exposée aux interceptions des gardes-côtes américains. En 2024, ces interceptions ont fortement diminué, car de nombreux migrants ont préféré utiliser le programme CHLV pour entrer légalement aux États-Unis par voie aérienne. Cela montre que les flux migratoires adaptent leur stratégie en fonction des disponibilités. À partir de ces résultats, trois recommandations sont proposées pour Haïti. Il est essentiel de renforcer les institutions, restaurer la sécurité et stabiliser l'économie. Pour les États-Unis, il est souhaitable d'assurer une plus grande stabilité des politiques migratoires afin d'éviter des brusques changements réglementaires. Enfin, la CARICOM devrait renforcer la coopération régionale en matière de gouvernance migratoire. Ce travail ouvre la voie à un approfondissement économétrique de la modélisation des flux migratoires, dans la perspective d'une poursuite d'études graduées permettant de traduire ces constats empiriques en levier d'action pour les décideurs publics haïtiens et américains et régionaux. En conclusion, cette recherche démontre que les flux migratoires haïtiens ne sont pas des phénomènes spontanés ni des décisions purement individuelles. Ils sont la manifestation spatiale d'une rupture profonde des équilibres macroéconomiques et d'une défense systémique des institutions. Notre hypothèse de synergie structurelle est donc validée. C'est bien la combinaison de la désintégration interne et la volatilité des cadres légaux externes qui configure et intensifie ces flux. La conclusion fondamentale est celle-ci. Aucune politique migratoire, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut traiter durablement les flux sans s'attaquer aux causes profondes.
Haïti cessera de produire une exode de masse le jour où son territoire redeviendra une horizon crédible de dignité, de sécurité et de prospérité pour ses citoyens. Je vous, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt et disponible à répondre à vos questions et vos remarques. Merci. Merci, James, pour ton exposé qui me paraît clair. Comme pour ton travail, félicitations. Euh, Comme on dit souvent, qu'on est dans le domaine scientifique, la vérité n'existe pas. Hein, il y a des vérités. En ce sens, et le collègue rapporteur va tester ou évaluer le travail pour véritablement te faire des recommandations ou des questions visant à t'aider à améliorer. Donc voilà, donc je me réserve le droit, comme à l'accoutumée, de compléter ou de revenir à la charge pour faire des recommandations également. Cher rapporteur, Fred, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, James, et bonjour à tous. Merci, James, pour ton exposé. Mais tu sais, un mémoire, c'est à la fois deux exercices. Un exercice écrit que tu as rendu et un exercice oral que tu viens de nous faire. Tu sais bien que si il ne s'agissait que d'évaluer l'exercice écrit, on n'a pas besoin de t'entendre. C'est comme les copies d'examen ou les copies de CC. On n'a pas besoin de vous voir. On a la copie et on corrige. Donc, si on veut t'entendre, si on veut entendre un étudiant qui vient soutenir son mémoire, c'est pour qu'il nous montre comment il est en mesure de s'exprimer. Tu as une tonalité qui est anti-théâtrale. Autrement dit, tu n'es pas fait pour être acteur ni acteur de théâtre. Parce que acteur de théâtre, je sais, quand tu commences une phrase, tu la commences avec une tonalité et tu termines avec la même tonalité. Alors que toi, tu commences sur une tonalité, et il faut faire un effort pour entendre la fin de ta phrase. On dirait que tu es épuisé après chaque phrase. Donc, à ton âge, il faut que tu t'exprimes avec autorité, hein, surtout que tu as un sujet très intéressant, que je trouve, en tout cas moi, un sujet très intéressant, mais tu n'as pas fait un bon oral tel que, enfin peut-être que je m'attendais à beaucoup par rapport au sujet, hein, je m'attendais peut-être à trop même par rapport au sujet. Mais pense à ça. Quand tu fais un oral, ne passe pas ton temps à lire ou tu mets des notes, mais tu ne lis pas. Tu mets des notes, des points, une sorte de plan, et tu déroules. Mais tu ne lis pas de façon laconique comme tu l'as fait. Et il faut que tu aies une percussion qui permette à ton auditoire de rester en éveil pour ceux qui dorment, pour ceux qui veulent dormir, ou que ceux qui t'écoutent et qui souhaitent t'entendre vraiment n'aient pas à faire d'efforts, hein, entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Tu vois, ça c'est très important pour toi pour demain, puisque je suppose que tu auras d'autres oraux à faire demain, tu es en licence, mais tu auras des oraux à faire pour un mémoire en master. Je ne sais pas si tu continues, ça c'est ton affaire à toi, ton choix à toi. Si jamais tu dois faire un autre mémoire, ou tu dois aussi passer un oral pour un emploi, pour un emploi. Il faut que tu sois convaincant, percutant, et non pas laconique. Voilà ce que je voulais dire sur l'oral. Hein. C'est très important, hein, parce que tu n'es pas convaincant tel que tu le fais là. Ensuite, je voulais te dire, maintenant passons au document écrit, puisqu'on a dit que c'est deux exercices. C'est un exercice oral, un exercice écrit. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'oral. Hein. Pour l'écrit, ton document, on voit bien
que l'étudiant a fait tous ses efforts pour tenter de respecter hein, les normes de présentation exigées par l'établissement. Hein. Il a fait tous ses efforts, il a fait attention et il a respecté chapitre, section, paragraphe, d'accord. Il a fait une bibliographie qui a tenté de respecter les règles. Par contre, il a complètement zappé la page de couverture. Pour lui, la page de couverture, c'est lui qui décide de quelle page de couverture il faut. Si bien qu'il a utilisé 3 pages pour faire la seule page de couverture que l'on indique. La page de couverture, c'est une page. L'intitulé du sujet, hein, le sujet se trouve sur la page de couverture et non pas à la 2e ou à la 3e page. D'accord? Donc, la page de couverture, tu l'as reçue comme tous tes camarades l'ont reçue et tu dois respecter ça que tu peux retrouver dans Classroom, la page de couverture. Ensuite, les chiffres que tu donnes maintenant sur le contenu, le sujet est intéressant et est d'actualité. Mais j'ai parfois quelques difficultés avec le choix des variables. Hein, tu dis, par exemple, tu fais une étude macroéconomique qui pourrait justifier les déplacés. Et tu montres effectivement que la crise, le taux d'inflation, il y a un lien hein, positif entre la croissance de l'inflation et la décroissance du PIB avec les déplacés. Intuitivement, ça dit quelque chose, intuitivement. Mais tu ne l'expliques pas comme parce que c'est pas ça qui directement a une influence sur les déplacés. Et surtout que dans les déplacés, on prend les gens en âge de travailler. Pourquoi? Ce serait déjà ma première question, déjà. Pourquoi tu prends l'inflation? Tu prends le PIB et tu ne prends pas le chômage. Tu ne le prends pas vraiment quand tu fais, alors que le chômage a un lien direct avec les déplacés. Très souvent, les pays qui accueillent les gens, les immigrés, sont des pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Hein? Entre quelqu'un qui a 80, qui fait une demande de départ, 80 ans, ou même 70 ans, et quelqu'un qui a 30, 35 ans, il est évident que le pays d'accueil va accepter plus facilement de prendre celui qui a 35 ans que celui qui a 70 ans. Donc, là, on voit bien que c'est une notion de marché du travail. On voit bien que c'est une question de marché du travail. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de lien du tout entre les déplacés et l'inflation. Mais il faut expliquer par quel canal de transmission que ça arrive. L'inflation, c'est parce que les gens voient se détériorer le pouvoir d'achat et deviennent tellement pauvres qu'ils se sentent obligés de se déplacer pour avoir une meilleure qualité de vie. Les gens voient leurs conditions de vie devenir ridicules, médiocres, voire lamentables. Donc, ils choisissent de se déplacer. Le PIB, tu le prends comme variable macroéconomique pour expliquer les déplacés. Oui, le PIB aussi, mais il faut expliquer pourquoi. Même parce qu'il y a moins d'activité, moins de richesse produite, moins de création d'emplois, plus de chômage. Tu vois, c'est tous ces mécanismes que c'est toi qui as choisi d'expliquer les déplacés par les variables macroéconomiques. C'est pas moi qui ai choisi, c'est toi qui as choisi. Donc, si tu prends la peine de choisir des variables que tu mets en lien avec les déplacés, il faut expliquer. Hein? Il faut expliquer le lien qu'il y a. Ce n'est pas direct. Avec le chômage, c'est direct. Un jeune va chercher du travail
en Haïti, il ne trouve pas, il va chercher ailleurs. Ça, c'est un lien direct. Mais quand tu passes par l'inflation, tu passes par le PIB, il faut expliquer par quel canal de transmission hein, on arrive à pousser les jeunes à se déplacer comme ça. Alors, j'ai bien aimé quand même euh, euh, le circuit que tu as, je crois que c'est à la page 26, tu montres le circuit que les Haïtiens font pour arriver aux États-Unis. Bon, bon c'est très intéressant parce que moi, je ne connaissais pas ce genre de circuit, mais ça apprend toujours au lecteur quelque chose, quoi. Mais on doit mentionner que c'est un drôle de périple. Un drôle de périple. Ce n'est pas du tout évident. Et il faut être courageux pour faire ce genre de choses. Et ceux qui y arrivent, vraiment, 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 on devrait même leur donner une prime à l'arrivée. On devrait leur donner une prime, les décorer, parce que c'est pas, quelle souffrance quand on regarde tout ça, mais tu n'as pas mis suffisamment en examen cette dimension quand les gens veulent vivre, hein, ça, c'est un problème sociologique, mais c'est peut-être pas ta spécialité. Que l'envie de vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois? Et ce que tu devrais faire même un paragraphe dessus pour montrer que ce n'est pas toujours vrai dans tous les pays. Ce n'est pas toujours évident d'avoir cette même volonté, ce même désir de vivre que l'on retrouve en Haïti à travers ton document. Alors, sur les différents chiffres que tu donnes, je crois que pour le PIB, ça doit être ça. Mais pour l'inflation, tu donnes les sources. Il faut quand même vérifier. Moi, si tu es sûr de ta ressource, de ta source, pourquoi pas. Hein? Mais recontrôle quand même auprès de. Je crois que c'est. Tu as pris tes éléments euh, auprès de l'IHSI, tes sources. C'est ça, non? Ben, je ne me rappelle plus où j'ai vu tes sources. Les sources pour le. Ouais, ta source, c'est. Oui, oui, monsieur, c'est auprès de l'IHSI. Oui, c'est bien ça, c'est auprès de l'IHSI. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ouais, j'avais compris. Et donc, en général, ils donnent des chiffres corrects. Hein, ils donnent des chiffres corrects, on peut s'appuyer sur ces chiffres. Alors, moi, je voulais te demander quel est. Déjà, pourquoi tu n'as pas pris le chômage? C'était ça la question. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Est-ce que c'était un manque? Est-ce que c'est une volonté de ne pas le prendre? Et quand tu parles de risque institutionnel, ça c'est ma deuxième question, tu ne fais pas le lien de façon claire entre le risque institutionnel et les déplacés. Je ne vois pas bien le lien, comment tu le fais. Hein? Le lien entre quoi? Les risques institutionnels. Tu parles des différents risques de sécurité, l'insécurité. Il y a un risque global. Il y a des risques. Défaillance Voilà. institutionnelle. Tu vas nous expliquer ça, qui pousse directement, parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup de pays dans le monde, même dans les pays occidentaux, les défaillances institutionnelles existent. Ça ne pousse pas aux migrations. Donc, il faut que tu expliques plus profondément ça. Alors, l'autre élément que j'ai relevé, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu entends, ou je dirais même qu'est-ce que tu attends quand tu dis il faut que les pouvoirs publics se mettent d'accord pour planifier avec même les USA les flux migratoires, que ce ne soit pas des chocs à la hausse ou à la baisse, mais que tu proposes qu'il y ait un meilleur management de ces flux. Comment tu vois ça? Parce que moi, je ne vois pas très bien comment ça peut se faire de façon, de façon planifiée comme tu le sous-entends. Hein? Comme tu vas nous expliquer pour qu'on comprenne ce que tu as en tête quand tu dis ça. D'accord? Alors, Monsieur le Président, pour l'instant, je m'arrête là et puis je vais au chef. Réserve le droit de revenir tout à l'heure. Très bien. Bon, je regarde tout de suite.
J'espère qu'il a bien noté. Je vais, parce que j'ai 2 questions, je me demande est-ce qu'il ne faut pas faire mes remarques et puis poser mes 2 questions, comme ça il va faire une réponse, il va répondre à toutes les questions. Bon, je fais mes remarques et puis par la suite, tu pourras répondre. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un texte que j'apprécie beaucoup. Comme disait le rapporteur, c'est un sujet assez intéressant. On a compris et on a vu un véritable effort hein, théorique et conceptuel. Au niveau méthodologique, c'est là où j'aurais un peu plus de mal, même si ça se justifie. Mais ça se justifie aussi puisque tu dois avoir des données, des données secondaires pour vraiment approfondir ce travail-là. Bon, déjà, je t'invite à relire hein, ton travail puisqu'il y a des fautes hein, d'orthographe, d'apport, de syntaxe et d'accent, hein, des problèmes d'accent. Donc, je t'invite à lire, à relire le travail. Tu as également des phrases très longues, voire trop longues. Hein, et même des fois, tu es très maladroit, des fois. Donc, une relecture linguistique est fondamentale, serait vraiment la bienvenue. J'ai envie de te dire que dans ta conclusion, il faut vraiment démontrer les limites de tout ce que tu as fait hein, et les perspectives scientifiques hein, à partir de ce travail. Même si tu as des recommandations, mais je trouve que ça ne met pas forcément, ça ne permet pas d'aller, d'aboutir à des perspectives scientifiques. Pour tes tableaux, oui, c'est bienvenu, les graphiques des tableaux, c'est bienvenu, mais il faut, comme on a dit souvent, titre, corps de l'illustration clair, hein, lisible, et bien entendu la source. Il faut éviter les fautes. Hein, il y a des fautes, même dans les titres, etc. Je t'invite à relire ça. C'est vrai que la bibliographie, elle est riche, hein, elle est bien, en tout cas, en termes de contenu, oui. Mais il faut quand même rester dans le style APA. On t'invite à harmoniser, hein, à harmoniser, style APA, harmoniser les choses, parce que certaines fois, il y a des incohérences, hein, des problèmes typographiques, etc. Donc, je t'invite à faire ça aussi. Bon, sur le fond, je trouve que les concepts que tu as voulu utiliser, certes, il y en a pas mal dans ton texte, mais on comprend bien que tu as une certaine capacité à les mobiliser. Et c'est tant mieux, c'est ce qui renforce ton travail. Maintenant, il ne faut pas attendre longtemps avant de définir certains concepts. Il faut les définir dès la première ou leur première apparition dans le texte. Hein, ça va permettre au lecteur de bien suivre ce qui suit. Il faut aussi, à chaque fois, parce que quand tu utilises la pensée des auteurs, oui, il y a des théories, etc., il faut bien montrer ce que ces théories-là vont apporter dans le cadre de ton travail. Donc, je trouve qu'il faut adopter une posture critique plus prononcée dans ton travail. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, dès qu'un tel dit, c'est fini. Non, il faut faire un vrai débat. Hein, c'est ça qu'on est en train de te dire entre les auteurs. Autre élément, bon, sur le plan méthodologique, c'est vrai que tu as bien annoncé les éléments, mais je trouve que ton travail est trop documentaire. Je trouve hein, que c'est trop documentaire comme référence. Pourquoi? Parce que dès le départ, il fallait clairement identifier les variables, les indicateurs et les séries, puisque tu as été prendre des données quelque part, les séries utilisées, hein, et aussi définir les modalités de comparaison. Ça aurait été vraiment un plus
pour ton travail. Et bon, on reconnaît qu'un tel travail, ça aurait été, si c'était possible pour toi de mener une enquête de terrain, ça aurait été un plus, hein, collecter des données primaires pour comprendre, parce que les gens existent, ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs, ils existent. Ils peuvent aussi dire pourquoi. Selon, ouais, donc ça manque, mais il faut quand même préciser dès le départ les indicateurs choisis et en tout cas les éléments te permettant d'aller collecter ou bien puiser dans des bases de données les informations. Ça aurait été vraiment un plus. Bon, pour les discussions, échanges, on a vu que certes, tu as encore fait un effort réel, d'accord, mais encore une fois, il faut vérifier tes sources. C'est ce qui manque un peu. Donc, il faut, à mon sens, pour pouvoir vérifier tes hypothèses, il faut faire bon, je trouve que c'est très bien de faire un tableau, par exemple, final, hein, qui reprendrait les éléments fondamentaux te permettant de vérifier tes hypothèses. Ça aurait été très bien d'avoir explicitement pour chaque hypothèse, hein, un petit rappel des éléments sur lesquels tu as travaillé. Bon, attention aux recommandations quand même, parce que oui, le travail, c'est un travail d'abord scientifique, académique. Il faut quand même plus de perspectives de recherche et tout, puisque, bon, l'étudiant n'est pas forcément à même de dicter quoi que ce soit à qui que ce soit, hein, surtout des lignes de conduite. Par contre, quand on fait des recommandations, on rappelle qu'il faut aussi les rendre opérationnels, hiérarchisés et réalistes. Parce que si c'est oui, donner à chaque Haïtien, je ne sais pas moi, $1 million, bon, oui, c'est gentil de dire ça, les Haïtiens vont applaudir, mais est-ce que c'est réaliste, etc., etc. Donc, ouais, donc, quand on fait des recommandations, il faut prendre en compte la réalité, permettre à ce que si jamais demain on doit mettre ça en application et que ça devienne et ça puisse être mesuré, hein, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Et donc, vraiment, ça pourrait renforcer ta conclusion, mais attention encore aux recommandations puisque l'étudiant n'a pas à donner quoi que ce soit comme directive. Hein, encore une fois, hein, en licence, c'est pas évident. Alors, tout ceci, c'était pour te permettre de bien corriger ton texte. Mais j'ai deux petites questions. Tu as un cadre théorique, tu as posé ton cadre théorique. Parmi je ne sais pas moi, les théories que tu as mobilisées, est-ce que tu peux nous dire laquelle te paraît plus déterminant pour expliquer le cas haïtien? Et pourquoi? Hein? Parce que tu as présenté plusieurs. Quel cadre théorique, selon toi, qui serait plus déterminant pour expliquer le cas haïtien? Et pourquoi ce cadre théorique? Pourquoi cette théorie et pas les autres? Donc, deuxième question. Selon toi, tu as parlé dans un premier temps de ce programme, hein, ce programme CHP. À partir de là, on a une sélection, hein, de migrants. Selon toi, quelles sont les conséquences de cette sélection, hein, sur les inégalités entre ménages haïtiens? Hein? Par rapport à ces critères-là, est-ce que tu peux nous expliquer et leurs effets sur les inégalités déjà qu'on connaît en Haïti? Voilà pour mes questions. Je te laisse la main pour répondre
à l'ensemble des questions qui ont été formulées. D'accord? Et j'espère que tu vas parler un peu plus fort. Il faut, voilà, je ne sais pas, hein, pour être plus audible et plus convaincant par la même occasion. D'accord, James, tu as la parole. Tu réponds à l'ensemble des questions. Mais pour les remarques et recommandations, je t'invite à les prendre en compte dans la version finale. Uniquement sur les questions. On t'écoute. Merci, monsieur Providence. Merci, monsieur Suleiman, pour vos remarques. Je vais commencer d'abord par la première question de monsieur Suleiman qui est pourquoi prendre l'inflation par le chômage? L'inflation explique, l'inflation coïncide avec les données quantitatives qui montrent il relie les données quantitatives aux inflations, la montée en puissance des chiffres des personnes déplacées. Les quatre théories qui expliquent aussi l'inflation, il relie l'inflation au monter au nombre des déplacés internes des personnes interceptées. Le taux de chômage, c'est clair. En Haïti, on n'a pas besoin si j'avais pris le taux de chômage, ça aurait pris trop de temps, trop d'explications. Je pense que l'inflation elle-même explique la situation économique sans besoin de rentrer au chômage pour expliquer la situation économique, la situation macroéconomique du pays. J'ai pris en compte aussi la risque vital, comme l'a ainsi mentionné la théorie de Douglas dans la défense du système sécuritaire haïtien. Pour la deuxième question, je n'avais pas encore pris le note. Je réfléchissais avec la première question, comment j'allais la répondre. Je n'ai pas pris assez de notes pour la deuxième question et la troisième question. Je ne sais pas si ça va vous déranger de répondre. Tu peux te poser une question, tu laisses tomber la personne, ton interlocuteur, et tu te mets à réfléchir. Non, c'est vraiment, il faut adopter une autre méthode de travail. Hein. Laisse-moi voir. Bon, il reprend pour toi, mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On note les questions, par la suite on répond. Oui, j'ai noté 3 Alors, sur 5. Il souhaite que si tu peux, Fred, reprends les 2 dernières questions. Oui, mais est-ce qu'il peut déjà me montrer son stylo? Tu as de quoi noter? Ah bon? Et tu n'as pas eu le temps de noter? Hein? Normalement, dans la soutenance, tu dois noter. Moi, je t'ai demandé, c'est quoi les risques institutionnels qui expliquent les déplacés? Tu sembles négliger le chômage et tu mets en avant les risques institutionnels. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, que c'est plus facile de traiter, parce que tu dois expliquer les canaux de transmission concernant l'inflation et le PIB, la décroissance du PIB, pour expliquer les déplacés, alors que le taux de chômage, le lien est tout trouvé. Le lien est tout trouvé. Bon, donc je ne suis pas très satisfait de la réponse. Mais ma deuxième question, c'était le lien entre les déplacés et les risques institutionnels. Qu'est-ce que tu mets dedans? Et puis ma troisième et dernière question, c'était sur les recommandations avec les USA et le gouvernement haïtien. Explique-moi ce que tu attends de cette recommandation. Voilà, tu as la parole. James, tu as la parole. Oui, je prends des notes. Ok, pour la deuxième question, vous m'avez demandé quel est le lien entre le risque institutionnel qui explique les déplacés. Même si ce n'est pas bien formulé mot pour mot, c'est ça l'idée. Mais tu réponds, on dirait que tu lui poses une question à ton tour.
Réponds à la question posée. Le lien qui explique les déplacés sur la défaillance des institutions. L'État, la défense des institutions de l'ordre régalien. L'État ne parvient pas à garantir la sécurité, la santé. L'État faillit à sa mission régalienne, ce qui pousse les gens à perdre confiance dans l'État. Quand le système fonctionne, les gens ont confiance, les gens parviennent à projeter dans l'avenir. Mais quand l'ordre régalien est défaillant, les gens n'ont plus confiance. Les gens évitent à s'investir, à se projeter sur le long terme. Ok. Donc ça se résume par la confiance des habitants, de la population vis-à-vis de l'État. Ok. De l'État qui est capable de les diriger, de les protéger. C'est bon, réponds à la troisième question. Pour la troisième question, selon les recommandations avec les USA, qu'est-ce que j'attends? D'après moi, j'attends à ce que les Américains, le gouvernement américain arrive à, comme nous le savons tous, aux États-Unis, il y a deux partis politiques. Il y a un qui sont plus enclins avec la migration et l'autre qui sont plus contre la migration. Je pense que les Américains devraient mettre d'accord les deux partis politiques à accepter la migration d'une façon à ce que quand l'autre accepte comment ça a déjà fonctionné. Prenons par exemple, le programme CHNV a été initié par le président Biden, qui est démocrate. Et quand M. Trump arrive au pouvoir, il l'a bloqué. Donc, on fait le lien avec les deux partis politiques qui sont un contre la migration, l'autre pour... Excuse-moi, hein, je t'arrête. Tu t'imagines, tu es en train de dire aux Américains comment ils doivent gérer leur territoire. C'est bizarre, hein? C'est ça que je... C'est ce que j'allais lui demander. Attends, James, attends. Oui, Fred. Non, c'est bien pour ça que je lui ai demandé de reprendre cette recommandation, parce que je voyais qu'il était vraiment rêveur et notre rôle, c'est de ramener les étudiants à la réalité. Hein, il faut que les choses soient réalistes. Mais je crois que toi-même, tu l'as dit à un moment donné sur un autre aspect. Les étudiants oublient qu'ils doivent être réalistes, quoi. Ils oublient ça. Voilà. Au moins, il peut investir. Donc, c'est ton travail qu'ils vont lire pour pouvoir changer de mentalité, c'est ça? Non, je ne dis pas ça, mais j'exprime, je réponds à la question personnellement à moi-même. Mais on te dit que tu n'es pas réaliste, tu n'as pas de réponse. C'est pas réaliste, c'est tout. D'accord? Donc, à partir de ton travail, tu n'as aucune leçon à donner à qui que ce soit. Non. Tu ne peux pas, à partir de ton travail, résoudre le problème migratoire aux États-Unis. C'est terrible. Bon, réponds à mes questions maintenant. Rapidement, hein? Les deux questions. Question a été, parmi les théories que tu as mobilisées, laquelle est la plus déterminante à expliquer le cas d'Haïti? Je dirais la théorie de Lee, les facteurs d'attraction et les facteurs de répulsion. Comme facteur d'attraction, on a le programme CHNV, comme facteur de répulsion, on a l'inflation, la sécurité. Et durant la période étudiée, on voit le lien entre ces deux facteurs, l'attraction et... Mais tu es de quel côté de la frontière? Tu es en Haïti ou en dehors d'Haïti?
Donc, malheureusement, je suis en Haïti. J'ai fait Non, mais les je ne te frais parle pas de ta vie, dans ton analyse. Je te parle de facteurs, et c'est vrai que ça peut expliquer, mais on dirait que tantôt tu te mets du côté des Américains, d'accord, aux États-Unis. Si tu restes aux États-Unis, certainement tu vas retrouver les deux facteurs, des facteurs qui permettraient de montrer l'attirance, et ça ne peut pas être ça. Hein? Et donc, il faut bien préciser les choses dans ton texte. Par exemple, si tu te mets du côté haïtien, oui, tu as raison, le problème d'insécurité, c'est un facteur qui pousse les gens à quitter le territoire. Mais tu ne peux pas dire ce même facteur-là aux États-Unis. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'au contraire, aux États-Unis, les gens vont se sentir plus en sécurité. D'accord? Donc, Donc, il y a un effort de clarification, de précision à faire hein, dans ton texte. ok, C'est je pour prends ça la vraiment. question. Voilà. Je Dernière prends. question pour qu'on puisse aller très vite. À chaque question, c'est pour te permettre de corriger quelque chose dans ton texte. Ok, merci. Votre deuxième question était. Voilà, ce programme a fait ce qu'on appelle une sélection. Donc, est-ce que tu peux dire quelles sont les incidences de cette sélection-là sur les ménages haïtiens par rapport au programme de Biden, selon toi? La théorie Douglas de North et c'était quoi la théorie? La théorie qui s'explique que le ménage, les déplacer est une décision des ménages. C'est pas une décision individuellement en soi. Non, mais c'est pas La- ça. Tu n'as pas compris ma question. Écoute la question. Il y a un programme aux États-Unis. C'est ce ok, programme qui a attiré les migrants. On est d'accord. ok, Mais comme ce programme a des critères, donc le programme fait une sélection des migrants. Parce que n'importe qui ne peut pas s'y rendre. Tu es d'accord avec moi? oui, je suis d'accord. La question, c'est par rapport à cette sélection hein, organisée par ce programme-là, quels sont les incidents sur les familles en Haïti? Est-ce qu'il y a plus d'inégalités? Ou est-ce que ça diminue, ça réduit les inégalités? Comment tu vois ça? C'est ça la question. Il est clair qu'il y a une inégalité parce que les ménages les plus pauvres n'ont pas, n'ont pas assez d'argent pour financer leur départ, comment dire, pas, pas assez de personnes, les remittances, les personnes à l'étranger qui peuvent leur soutenir pour accéder à ce programme. Parce que d'abord, le programme demande aux personnes qui parrainent d'avoir une situation financière stable. Les ménages les plus pauvres, il existe une inégalité entre les personnes pauvres, les personnes riches et les personnes moyennes. Les personnes riches n'ont pas vraiment besoin de ce programme. Ils n'ont pas la nécessité. Donc, les personnes pauvres qui en ont besoin n'ont pas le financement ou comment dire, être trop pauvres pour financer ça. Il faut démontrer ça dans le texte parce que cette analyse peut nous intéresser, vraiment. Hein, si Ok. vraiment tu as des éléments à valoriser, je t'invite à faire attention pour ne pas et, prendre trop de retard sur la prochaine soutenance. Je passe la parole tout de suite à, ton, à ta directrice de mémoire et qui va simplement nous parler de la collaboration. Hein? Marie-Vite, tu es déjà on te limite vraiment par rapport à la. Voilà, à toi, Marie-Mite. Très, très rapidement, très ou synthétiquement. Merci. Marie-Mite? Marie-Mite était connectée si elle ne répond pas. Hein? Marie-Mite, tu es là? Ah là là. On n'entend rien, elle est connectée, hein, pourtant.
Marimite? J'entends rien. Et c'est sur l'autre appareil, puisque je te vois connecté sur 2 appareils. Son micro est fermé, on dirait, non? Oui, le micro est fermé sur l'un de ces appareils, mais l'autre, mais ça ne passe pas. Marimite? Bon. On n'entend rien. On n'entend rien. Ton micro, s'il te plaît. Il faut l'activer. Eh bien, c'est ton appareil, hein? Donc le son, on n'entend rien. Ah, ton micro ne fonctionne pas. Hein? Bon. Donc, bon. Marimite? Bon, elle ne pourra. Bon. Mais tu essaies de te déconnecter, ou même si on va terminer, et te reconnecter pour voir, hein? Parce que tu auras la prochaine présidence. Il faut être opérationnel. Essaie de te reconnecter, Marimite. Mais je vois. Là, c'est bon, j'entends, hein? On entend. Allô? Donc, c'est un peu de mots. Comment tu as fait la collaboration? J'invite l'étudiant à aborder par-dessus, non comme des sections, mais comme des études à à la partie finalisation de ce document avant ce dépôt définitif. Et je remercie le rapporteur pour la qualité de des échanges avec les candidats. James, je te félicite pour l'ensemble de ce sujet. J'espère que ce travail constitue un départ de la Merci beaucoup. Merci, Marie-Bide, pour ta compréhension. Et j'accorde quelques secondes à James pour un dernier mot, parce qu'on doit terminer là tout de suite. James, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je voudrais vous dire merci à M. Providence, merci à M. Céline et merci à Mme Marie-Mi pour son encadrement. C'était vraiment précieux, je suis ravi d'avoir fait partie de votre institution qui est l'UIS. Même si j'arrive en dernière année, j'aimerais continuer tout au long de mes études. Je pense me spécialiser en analyse financière. J'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y a ce programme en master? Est-ce qu'il y a un master en économie? Oui, Fred. Non, je lui dis qu'il va prendre contact avec nous et on va lui envoyer le livret pour qu'il voit. Parce que normalement, si il est un étudiant de l'US, il doit être informé des livrets qui sont sortis déjà pour l'année prochaine. Normalement, les étudiants savent que tout ce qu'on fait l'année prochaine en faculté de droit et d'économie et de gestion, dont il est membre, eh bien, le livret de l'année 2026 et 2027 est déjà disponible. Voilà, merci. Donc, ainsi s'achève la soutenance. Désolé. On arrête l'enregistrement tout de suite et on fait place à